Mes parents ont acheté un appartement à mon frère et ont épongé ses dettes de jeu. À Noël, il a découvert que j'avais discrètement vendu ma start-up technologique pour 26 millions d'euros. Il est tombé à genoux en hurlant que je lui devais 16,5 millions d'euros. J'ai vérifié le solde de mon compte en banque sur mon téléphone alors que j'étais assis sur le parking d'une station-service. L'écran affichait un nombre qui me semblait encore être un bug dans la matrice, 26 150 000 euros. Le placement des virgules paraissait surréaliste. Je l'ai fixé un long moment, attendant la montée de dopamine, l'excitation, l'envie de crier, puis il n'y avait rien. Juste un silence calme et vibrant dans ma poitrine. Puis une bannière de message texte est apparue en haut de l'écran, brisant l'instant. C'était de ma mère, Delphine. Sylvain, n'oublie pas d'apporter le vin bon marché. Tu sais, Pierre ne boit que le cher, et nous sommes à court d'argent ce mois-ci. Ne sois pas en retard. J'ai laissé échapper un rire court et sec qui n'a pas atteint mes yeux. J'ai verrouillé l'écran du téléphone, cachant les 26 millions d'euros, et j'ai démarré mon moteur. La dichotomie de ma vie était presque poétique. Pour le monde, ou du moins pour le monde qui comptait pour ma banque, j'étais l'histoire d'une réussite de sortie technologique. Pour Delphine et Gérard, mes parents, j'étais le garçon de course responsable de trouver l'alcool abordable pour que leur enfant chéri n'ait pas à dégrader son palais. Je m'appelle Sylvain. J'ai 32 ans. Et si vous demandiez à ma famille ce que je fais, ils feraient probablement un vague geste de la main et diraient que je répare des ordinateurs, ou que je travaille dans le support informatique. Ils n'ont jamais demandé de détails. Ils n'ont jamais posé de questions sur les nuits blanches, les serveurs que j'ai construits dans mon salon, ou le logiciel d'intelligence artificielle logistique, OptiRoute, que j'avais passé les 7 dernières années à coder de A à Z. Ils ne savaient certainement pas qu'Orange venait de l'acquérir mardi. Dans notre famille, la curiosité était une ressource limitée, et elle était entièrement consacrée à mon frère aîné, Pierre. Pierre a 35 ans. Il est charmant, beau d'une manière qui rappelle le capitaine de l'équipe de rugby du lycée, qui a commencé à s'empâter sur les bords, et complètement inutile. Mais pour mes parents, il est le fils, et je ne suis qu'un débris spatial flottant dans le noir glacial. L'injustice n'était pas subtile. Elle était systémique. C'était une politique économique dans notre foyer. Je me souviens du moment exact où j'ai cessé d'essayer de rivaliser. J'avais 17 ans. Mon dentiste avait dit à mes parents que j'avais grandement besoin d'un appareil dentaire. Mes dents se chevauchaient, provoquant des migraines. Mon père, Gérard, avait soupiré, regardé la facture et m'avait dit « On ne peut tout simplement pas se le permettre en ce moment, Sylvain. L'argent est rare. Tu devras juste supporter les maux de tête. » Je l'ai accepté. Je savais que nous n'étions pas riches. J'ai pris des heures supplémentaires au supermarché pour acheter des analgésiques et j'ai gardé le silence. 2 semaines plus tard, un Peugeot Landtrek flambant neuf est entré dans l'allée. Pierre, alors âgé de 20 ans, en est sorti en souriant comme s'il avait gagné au loto. Il venait de rater son premier semestre à l'université parce qu'il passait plus de temps dans son association étudiante qu'à assister aux cours de biologie. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour se rendre à son nouveau travail, avait expliqué ma mère, lui souriant radieusement alors qu'il faisait vrombir le moteur. Le nouveau travail était un petit boulot à temps partiel dans une salle de sport qui a duré 3 semaines. Les mensualités du pick-up, cependant, ont duré 5 ans. Ils ont payé chacune d'entre elles. C'était la leçon. Les désirs de Pierre étaient des urgences. Mes besoins étaient des inconvénients. Je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas crié. Je suis simplement devenu un fantôme. J'ai appris à être petit. J'ai appris à être peu coûteux. J'ai déménagé à Lyon, j'ai loué un studio qui sentait la moquette humide et j'ai déversé chaque once de ma frustration dans mon code. Je conduisais une Peugeot 208 de 2015 avec une bosse sur le pare-choc. Je portais des sweats à capuche que je possédais depuis mes années étudiantes. Je ressemblais à un informaticien épuisé et sous-payé. C'était le camouflage parfait. Pierre, de son côté, vivait le rêve. Ou plutôt, il vivait un rêve financé par le fonds de retraite de Gérard et Delphine. Ils lui ont acheté une villa prétentieuse dans un nouveau lotissement près de Grenoble, une maison de 4 chambres pour un homme célibataire qui travaillait sporadiquement comme consultant en style de vie, quoi que cela puisse signifier. Il conduisait un véhicule utilitaire sport de luxe en location. Il publiait des photos sur Instagram de services de bouteilles à Monaco et de voyages de ski à Courchevel. Mais je connaissais la vérité, ou du moins des bribes.
Je le savais parce que maman m'appelait en chuchotant, me demandant si je pouvais leur prêter 500 € pour les courses parce qu'ils devaient aider Pierre avec un problème de trésorerie temporaire. Je les envoyais toujours, pas pour Pierre, mais parce que l'idée que mes parents ne mangent pas me rendait malade, même s'ils étaient les architectes de leur propre pauvreté. Mais dernièrement, les fissures dans la façade dorée de Pierre s'élargissaient. J'avais vu la façon dont il vérifiait constamment son téléphone lors des réunions de famille, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. J'avais remarqué la façon dont il sursautait quand une voiture pétaradait. Les rumeurs disaient qu'il n'était pas seulement mauvais avec l'argent, il se noyait. Paris sportif, escroquerie aux crypto-monnaies, le genre de dette qui ne vient pas avec un relevé mensuel, mais avec une menace. Et me voilà, assis sur 26 millions d'euros, rentrant pour Noël dans une maison qui me considérait comme des frais de guichet automatique, agaçants, mais nécessaires pour la transaction. Le trajet de Lyon à Grenoble dure environ 4 heures, une ligne droite à travers la région où les collines verdoyantes cèdent lentement la place aux montagnes alpines. C'est habituellement un trajet que j'utilise pour décompresser, mais aujourd'hui, j'avais l'estomac noué. Pourquoi y allais-je, même? C'est une question que je me posais à chaque fête. Je pourrais être sur une plage à Mouiller en ce moment. Je pourrais être à la recherche d'un pantouse dans le centre-ville de Lyon. Je pourrais faire littéralement n'importe quoi d'autre. Mais j'y allais à cause d'un défaut biologique appelé espoir. C'est une maladie, vraiment. L'espoir stupide et irrationnel que peut-être cette fois serait différente. Que peut-être si j'annonçais la nouvelle juste comme il faut, si je leur montrais que je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient que j'étais, ils me regarderaient enfin. Pas regarder au-delà de moi pour voir ce que Pierre faisait, mais me regarder moi. Je voulais qu'ils soient fiers. C'était pathétique. Je sais. J'étais un homme adulte, un multimillionnaire, cherchant l'approbation de 2 personnes qui avaient hypothéqué leur avenir pour acheter une personnalité à mon frère. Je me suis garé dans l'allée juste au moment où le soleil se couchait. La maison avait l'air comme toujours, pelouse manucurée, peinture fraîche. C'était un sanctuaire des apparences. J'ai attrapé le sac de vin bon marché sur le siège passager et j'ai monté les marches. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. « Tu es en retard », a dit mon père. Pas de bonjour, pas de câlin. Il m'a tourné le dos et s'est dirigé vers le salon. Pierre a déjà commencé les amuse-gueules. Je suis entré, l'odeur familière de pot pourri et de tension me frappant instantanément. Le salon était un monument à Pierre. La cheminée était encore encombrée de ses trophées de rugby du lycée datant de 15 ans, époussetés et polis. Ma photo de diplôme, celle du programme d'ingénierie où j'avais terminé premier de ma classe, était introuvable. « Salut, petit frère », a crié Pierre depuis le canapé. Il ne s'est pas levé. Il tenait un verre de cognac que j'ai reconnu comme étant la réserve spéciale de papa, celle que je n'avais jamais le droit de toucher. « Tu as apporté l'alcool ? On est à sec ici. »« Cuisine », ai-je dit sèchement, en passant devant lui. Ma mère était dans la cuisine, arrosant frénétiquement une dinde. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient teints d'un blond féroce pour cacher les cheveux gris, mais les rides autour de sa bouche étaient profondes. « Salut, maman », ai-je dit. Elle a levé les yeux, s'est essuyé les mains sur un tablier et m'a donné un baiser distrait sur la joue. « Tu as pris le pinot ?» Pierre a spécifiquement demandé du pinot. « Oui, maman. C'est sur le comptoir. »« Bien. Peux-tu sortir la poubelle ? Elle déborde. »« Et ensuite, aide ton père avec le feu. » Je suis resté là une seconde, sentant le poids familier de l'invisibilité s'installer sur mes épaules. J'étais laide. J'étais le bruit de fond. Sylvain. Je me suis retourné. Tante Mireille se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger. C'était la sœur cadette de ma mère, mais elle n'aurait pas pu être plus différente. Mireille était vive, observatrice, et la seule personne de cette lignée qui n'était pas une adepte aveugle de Pierre. « Salut, tante Mireille », ai-je dit. Et cette fois, l'étreinte était réelle. Elle m'a serré fort, sentant le parfum cher et la cigarette. Elle s'est reculée et m'a tenu à bout de bras, ses yeux scrutant mon visage. Elle a regardé mon sweat à capuche, mon jean, puis ses yeux se sont arrêtés sur mon poignet. Je portais une montre Cartier. Elle était vintage, discrète, et la seule chose que je m'étais achetée le jour de la conclusion de l'affaire. Pour un œil non averti, elle ressemblait à une vieille montre à bracelet en cuir. Pour Mireille, qui travaillait dans les ventes successorales de luxe, c'était un signal.
Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle a regardé de la montre à mon visage, lisant l'épuisement et l'étrange confiance tranquille que j'essayais de réprimer. « Tu as l'air fatigué, chérie » a-t-elle murmuré, baissant la voix pour que ma mère n'entende pas, « mais tu sembles valoir cher. » Je lui ai fait un tout petit signe de tête presque imperceptible. « Pas encore. » Elle a serré mon bras, une conspiratrice silencieuse. « D'accord » a-t-elle chuchoté en retour. « Mais toi et moi, nous aurons une discussion plus tard. Quelque chose a changé dans l'univers, Sylvain. Je peux le sentir. » J'ai hoché la tête et j'ai attrapé le sac poubelle. En sortant vers les poubelles, j'ai regardé par la fenêtre. Je pouvais voir Pierre rire de quelque chose à la télévision, mes parents planant autour de lui comme des satellites en orbite autour d'une étoile mourante. Il n'avait aucune idée que le centre de gravité de cette famille venait de changer de façon permanente. Le dîner fut un cours magistral de tension. Nous étions assis autour de la table en acajou que mes parents avaient acheté à crédit des années auparavant, la porcelaine fine cliquetant légèrement chaque fois que quelqu'un heurtait une jambe. La dinde était sèche, mais tout le monde en a fait l'éloge comme si Delphine avait réinventé la volaille. Pierre était assis en bout de table, naturellement. J'étais assis sur le côté, à côté de tante Mireille. Mes parents flanquaient Pierre, s'assurant que son verre de vin ne soit jamais vide. Mais quelque chose n'allait pas avec Pierre ce soir. Habituellement, il était insupportablement arrogant, nous régalant d'histoires de son réseautage et de ses projets d'entreprise qui ne se sont jamais matérialisés. Ce soir, il était agité. Sa jambe rebondissait sous la table, faisant trembler le plancher. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone, qu'il avait posé face contre table à côté de son assiette. Chaque fois qu'il vibrait et il vibrait beaucoup, ses yeux s'y dartaient, et il déglutissait difficilement. Il buvait trop, même pour lui. Il a descendu le cognac cher et l'a poursuivi avec le vin bon marché que j'avais apporté, le buvant à grandes gorgées comme de l'eau. Alors, Pierre, a tonné mon père, essayant de combler le silence. Parle-nous de cette affaire de crypto que tu as mentionnée. Est-ce que ça va exploser? Pierre a tressailli. Ouais, papa. C'est volatile en ce moment, mais ça va exploser. Des rendements énormes. Je mobilise certains actifs pour maximiser la position. Malin, a acquiescé ma mère, le regardant avec adoration. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est ça, les affaires. Elle m'a regardé, son expression se durcissant. Contrairement à certaines personnes qui se contentent de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai continué à mâcher ma dinde sèche, fixant mon assiette. Je suis content de mon travail, maman. Content? A raillé Gérard. Tu as 32 ans, Sylvain. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu conduis une voiture qui devrait être à la casse. Pendant ce temps, Pierre envisage d'acheter une deuxième propriété, un chalet au bord du lac d'Annecy. J'ai vu Pierre s'étouffer avec son vin. Il a toussé violemment, son visage devenant rouge. Un chalet? L'homme avait l'air sur le point de vomir de stress. Il ne pouvait pas se permettre une voiture de location, encore moins une résidence secondaire. Est-ce vrai, Pierre? A demandé tante Mireille, sa voix teintée de scepticisme. Le lac d'Annecy, c'est cher. C'est en cours, a sifflé Pierre, en s'essuyant la bouche. Je déplace juste quelques capitaux. Tu vois. Gérard a pointé une fourchette vers moi. L'ambition, Sylvain. C'est ce qui te manque. Tu as trop peur du risque. Tu répares toujours des ordinateurs dans ce sous-sol, n'est-ce pas? Tu gâches ton potentiel. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était le clic silencieux d'une serrure qui se déverrouille. J'avais passé ma vie à me mordre la langue, à avaler les insultes, à accepter le rôle de la déception. Mais être assis là avec 26 millions d'euros en banque et mon père se moquant de moi tout en louant un homme qui était clairement terrifié par sa propre ombre, c'en était trop. J'ai ri. C'était un son froid et sec qui a transpercé la pièce. La table est devenue silencieuse. Gérard a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai posé ma fourchette et me suis essuyé la bouche avec la serviette. J'ai regardé mon père, puis ma mère, et j'ai finalement posé mon regard sur Pierre. En fait, papa, ai-je dit, ma voix stable et calme, je ne répare pas d'ordinateur. Et je ne travaille pas pour un patron. Oh, excuse-nous, a ricané Delphine.
As-tu eu une promotion au support informatique senior? Non, ai-je dit. J'ai vendu mon entreprise mardi dernier. Le virement est arrivé sur mon compte ce matin. Delphine a cligné des yeux. Entreprise? Quelle entreprise? Optiroute. Le logiciel de logistique que je construis depuis 7 ans. Orange l'a racheté. La grande horloge dans le hall a sonné bruyamment. Tic-tac. Racheté, a répété Gérard, le mot semblant étranger dans sa bouche. Pour combien? J'ai pris une gorgée d'eau. 26 millions d'euros. Le silence qui a suivi était lourd, physique. Il appuyait sur les tympans. La bouche de Delphine s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle avait l'air confuse, comme si je parlais une langue qu'elle ne comprenait pas. 26 000, a-t-elle murmuré. Millions, maman, ai-je dit clairement. 26 millions d'euros. La réaction ne fut pas de la joie. Ce ne fut pas de la fierté. Ce fut le choc, suivi immédiatement d'un changement d'atmosphère dans la pièce qui semblait dangereux. Pierre ne m'a pas félicité. Son visage est passé du rouge à un blanc fantomatique et maladif. Le verre de vin qu'il tenait lui a glissé des doigts. Il a heurté le bord de son assiette et s'est brisé, le vin rouge éclaboussant la nappe blanche comme une blessure par balle. Toi. La voix de Pierre n'était qu'un croassement. Il s'est levé, sa chaise raclant violemment le sol. Tu l'as? Tu l'as vraiment en ce moment? Oui, ai-je dit en le regardant. C'est fait. Il a commencé à trembler. Ce n'était pas de la colère. C'était de la panique pure et sans mélange. Il ressemblait à un homme en train de se noyer qui venait de voir un radeau de sauvetage. Il n'a pas contourné la table, il a trébuché. Il est venu vers moi, les yeux hagards, ignorant le verre brisé. J'en ai besoin, a-t-il dit, sa voix montant dans les aigus. Sylvain, tu dois m'aider. J'ai besoin de 16,5 millions d'euros. Je l'ai dévisagé. Pardon? 16,5 millions d'euros. Il est tombé à genoux, littéralement tombé par terre à côté de ma chaise, m'attrapant le bras. Sa poigne était moite et tremblante. Je dois de l'argent à des gens, Sylvain. Des gens dangereux. La crypto ce n'était pas que la crypto. C'était les paris sportifs. C'était tout. Je suis dans un trou. Ils vont me faire du mal. Ils m'ont envoyé un texto aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils savent où maman et papa vivent. Mes parents étaient maintenant debout. La mention de « gens dangereux » et de menaces les a sortis de leur choc. Mais au lieu d'être horrifiés que leur enfant chéri soit un joueur invétéré impliqué avec des usuriers, leur cerveau s'est instantanément reconnecté à la solution « moi ». Oh mon Dieu, a haleté Delphine, se précipitant aux côtés de Pierre. Pierre, mon bébé, respire. Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont me tuer, maman, a sangloté Pierre, enfouissant son visage dans ma jambe. C'était pathétique. Un homme de 35 ans pleurant sur son jeune frère qu'il avait intimidé pendant des décennies. Sylvain a l'argent. Il peut arranger ça. Il a 26 millions. 16 millions et demi lui en laisse presque 10. C'est largement suffisant. Delphine a levé les yeux vers moi, ses yeux larges et frénétiques. Sylvain, a-t-elle commandé, pas demandé. Fais-lui un chèque. Maintenant. Fais-le. J'ai retiré ma jambe de l'emprise de Pierre et je me suis levé. Êtes-vous fou? Il doit 16,5 millions d'euros à des usuriers, et vous voulez que je lui donne ça comme ça? C'est ton frère, a rugi Gérard, frappant la table de sa main. La famille est de la famille. Tu viens de dire que tu as 26 millions. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Tu es célibataire. Tu n'as pas de dépenses. 10 millions, c'est plus que ce dont tu auras jamais besoin. C'est mon argent, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Je l'ai gagné. Pendant qu'il faisait la fête, je travaillais. Pendant que vous lui achetiez des voitures, je codais. Je ne vais pas lui donner 16,5 millions d'euros à jeter par les fenêtres. Sale égoïste, a hurlé Delphine. Elle s'est levée et a pointé un doigt tremblant vers mon visage. Et puis elle l'a dit. La phrase dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Tu as volé son destin. Nous nous sommes concentrés sur lui parce qu'il était spécial. Il était destiné à être celui qui réussirait. Tu as utilisé notre négligence pour construire ça. Tu as prospéré parce que nous t'avons laissé seul.
Tu lui dois ça. Cet argent appartient à cette famille, ce qui signifie qu'il appartient à Pierre. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde, qui réécrivait maintenant l'histoire pour justifier son vol. Elle y croyait vraiment. Dans son esprit tordu, mon succès était un vol de ressources qui aurait dû être alloué à Pierre. Je ne lui dois pas un centime, ai-je dit tranquillement. Et je ne vous dois pas d'être votre fils. Je me suis tourné pour partir. Pierre s'est jeté sur ma cheville en hurlant, ne me laisse pas. Ils vont me couper les doigts, Sylvain. J'ai repoussé sa main d'un coup de pied, pas fort, mais assez fermement pour rompre le contact. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise. Bonne chance, Pierre, ai-je dit. Je suis sorti par la porte d'entrée dans la neige. Derrière moi, j'entendais Delphine crier mon nom et le son de Pierre hurlant comme un animal blessé. Je n'ai pas regardé en arrière. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment Sylvain gère sa famille pleine de droits, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Commentez également ci-dessous le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de gens. Merci beaucoup. La neige tombait drue lorsque j'ai quitté l'allée, un rideau blanc effaçant la maison de mon rétroviseur. Je ne suis pas retourné à Lyon. Le col à travers les Alpes serait périlleux par ce temps, et franchement, je tremblais trop pour conduire 4 heures. Je me suis enregistré dans un Marriott à environ 20 minutes de là, dans le centre-ville de Grenoble. J'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre, regardant la ville sombre. Mon téléphone a commencé à vibrer 5 minutes après que j'ai quitté la maison. Il n'avait pas cessé depuis. 53 appels manqués. 22 textos. Je les ai fait défiler, une curiosité morbide prenant le dessus. De maman, reviens tout de suite. On peut en parler. De maman, tu es en train de tuer ton frère. De papa, gamin ingrat. Décroche le téléphone. De Pierre, s'il te plaît, Sylvain, je t'en supplie. De Pierre, il me surveille. Puis les émissaires sont arrivés. Ma famille élargie. Delphine avait dû passer des coups de fil à la seconde où j'étais parti. Un message Facebook de mon cousin Thomas, salut mec, j'entends des trucs de fou. Tu vas vraiment laisser ton frère se faire du mal alors que tu es assis sur des millions? C'est froid, mec. La famille, c'est tout. Un courriel de mon oncle Robert, Sylvain, ta mère est hystérique. Quelle que soit votre dispute, l'argent ne vaut pas le sang de la famille. Fais ce qu'il faut. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. J'étais le méchant. L'avare cupide amassant une fortune pendant que son pauvre et saint frère faisait face à un petit malentendu financier. Ils ont commodément omis le jeu, la dette de 16,5 millions d'euros et les années de maltraitance. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un appel de tante Mireille. J'ai décroché. Allô? Sylvain, sa voix était basse. Je suis dans le garage. Je ne peux pas parler longtemps. Tu dois savoir quelque chose. Je sais qu'ils sont fous, Mireille. Non, écoute-moi. Pierre ne ment pas sur le danger. Je l'ai entendu au téléphone avec son créancier. Ce ne sont pas juste des usuriers, Sylvain. C'est un syndicat du crime organisé de Marseille. Il n'a pas seulement perdu de l'argent, il les a volés. Il blanchissait de l'argent pour eux, et il l'a perdu. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal. Il a volé le milieu marseillais, en gros. Il est désespéré. Et tes parents, Sylvain? Ils me terrifient. Ils ne sont pas seulement en colère, ils planifient. J'ai entendu ta mère demander à Pierre ton numéro de sécurité sociale. Elle cherchait ton acte de naissance dans de vieux classeurs. Mon numéro de sécurité sociale? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais s'il te plaît, verrouille tout. Ils ne pensent pas rationnellement. Ce sont des animaux acculés, et ils te voient comme la seule porte de sortie. Merci, Mireille. Fais attention à toi. Toi aussi, chérie. Ne reviens pas ici. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était dangereux. Je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au tableau de bord de sécurité de ma banque. J'ai un compte premium, le genre qui vient avec une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un banquier dédié à un avantage de l'acquisition.
Je suis resté assis là à regarder l'écran, rafraîchissant les journaux d'activité. Pendant des heures, rien ne s'est passé. Puis, à 2h13 du matin, une bannière rouge a clignoté en haut de mon écran. Alerte de sécurité, multiples tentatives d'authentification échouées. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué pour plus de détails. Tentative 1, demande de réinitialisation de mot de passe. Échec. Tentative 2, question de sécurité, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Réponse fournie, Buster. Correct. Tentative 3, question de sécurité, quel est le nom de jeune fille de votre mère? Réponse fournie, Fournier. Correct. Tentative 4, authentification à 2 facteurs demandés par texto. Échec. Mon téléphone n'a jamais vibré car j'étais récemment passé à une application d'authentification. Dieu merci. J'ai regardé l'adresse IP de l'intrus. C'était une IP résidentielle de Grenoble. C'était eux. Ils essayaient de réinitialiser mon mot de passe. Ils connaissaient les réponses aux questions de sécurité parce que c'était eux qui m'avaient donné le chien et la mère. Puis mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Sylvain, une voix professionnelle. C'est le service des fraudes de BNP Paribas. Nous détectons une activité inhabituelle. Je la vois, ai-je dit, tapant furieusement pour geler les comptes. Nous venons de recevoir un appel sur la ligne d'assistance, a poursuivi l'agent. Une femme prétendant être vous enfin, elle a prétendu être votre mère agissant avec une procuration a tenté d'autoriser un virement bancaire. Elle avait votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et votre numéro de compte. Je n'ai pas autorisé cela, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Je n'ai donné de procuration à personne. Nous nous en doutions. Elle a échoué au protocole de vérification vocale, et lorsque nous avons demandé le mot de passe verbal, elle a raccroché. Mais monsieur, la tentative était très sophistiquée en termes de données qu'elle possédait. Nous verrouillons tous les comptes immédiatement. Faites-le, ai-je dit. Verrouillez tout. Personne ne touche un centime sans que je me présente physiquement dans une agence avec un passeport. Compris. Nous allons générer un rapport de fraude pour vous. J'ai raccroché et j'ai fixé l'écran de l'ordinateur portable. Il n'avait pas seulement demandé l'argent. Il ne m'avait pas seulement fait culpabiliser. Ma mère, la femme qui m'a élevé, avait appelé la banque au milieu de la nuit, se faisant passer pour moi ou prétendant une autorité légale qu'elle n'avait pas, pour voler des millions d'euros. C'est une fraude électronique. C'est une usurpation d'identité. C'est un crime fédéral. J'ai fermé les yeux. Le dernier fil d'attachement que j'avais pour eux, cet espoir infime et pathétique qu'ils étaient juste mal avisés, s'est rompu. Ils n'étaient plus une famille. C'étaient des criminels. Et ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je n'étais plus le fils invisible. J'étais le plaignant. Le lendemain matin, la neige avait cessé, laissant le monde lumineux et d'un blanc aveuglant. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je suis allé dans un immeuble de bureaux en verre et en acier dans le centre-ville de Grenoble. J'avais passé un appel à 6h du matin à un contact de mon entreprise acquéreuse, demandant une recommandation. Ils m'ont dirigé vers Nadia. Nadia n'était pas une avocate spécialisée en droit de la famille. C'était une avocate en contentieux des affaires, un requin en tailleur sur mesure spécialisé dans la résolution d'entités hostiles. Elle coûtait 1000 € de l'heure, et elle valait chaque centime. Je me suis assis dans sa salle de conférence, faisant jouer les messages vocaux, lui montrant le rapport de fraude de la banque et détaillant la conversation avec tante Mireille. Nadia a écouté sans interrompre. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune, son visage un masque de détachement professionnel. Quand j'ai fini, elle a rebouché son stylo et m'a regardé. Votre frère est endetté auprès du crime organisé. Vos parents sont complices de tentatives de fraude électronique et d'usurpation d'identité. Et ils vous harcèlent actuellement. Oui, ai-je dit. Que voulez-vous, Sylvain? Voulez-vous les sauver, ou voulez-vous être libre? Je veux qu'ils ne s'approchent plus jamais de moi, ai-je dit. Et je veux m'assurer qu'ils ne puissent jamais toucher à mon argent. Jamais. Bien, a dit Nadia. Nous pouvons le faire. Mais nous devons être agressifs. Si nous nous contentons de les bloquer, ils continueront de venir. Les gens désespérés escaladent. Nous devons leur présenter une réalité plus effrayante que les usuriers. Comment?
Nous les piégeons, a dit froidement Nadia. Nous avons besoin qu'ils admettent la fraude de manière enregistrée. Nous avons besoin d'un levier si absolu que s'ils regardent un jour dans votre direction, ils iront en prison. Nous avons passé les 4 heures suivantes à monter le dossier. J'ai transféré chaque texto. La banque a envoyé par courriel la transcription de l'appel où Delphine a tenté de contourner la sécurité. Puis j'ai engagé un détective privé que Nadia m'a recommandé. En 3 heures, il a envoyé des photos. Elles étaient accablantes. Des photos de Pierre rencontrant une silhouette louche sur le parking d'un centre commercial. Des photos de mon père mettant en gage sa Rolex et les boucles d'oreilles en diamant de ma mère dans un prêteur sur gage du centre-ville. Il liquidait tout, frénétique pour de l'argent, mais ça ne suffirait pas Nadia à rédiger un document. Ce n'était pas un règlement, c'était une reddition. Maintenant, a dit Nadia en prenant son téléphone. Appelez-les. Dites-leur que vous êtes prêt à parler. Dites-leur de vous rencontrer ici. Dites-leur d'apporter les chiffres. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la première sonnerie. Sylvain. Il semblait soulagé, à bout de souffle. Dieu merci. Mon fils, écoute, nous étions juste, arrête, les jeux coupés. Je suis à Grenoble. Je suis au cabinet d'avocats Lefebvre et Dubois, bureau 4 Sens. Venez me rencontrer dans 1 heure. Amenez Pierre. Nous parlerons de l'argent. D'accord, a-t-il dit, et je pouvais entendre les larmes dans sa voix. D'accord, nous serons là. Merci, Sylvain. Tu fais ce qu'il faut. La famille d'abord. J'ai raccroché. J'avais la nausée. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais cédé. 1 heure plus tard, j'ai regardé sur le moniteur de sécurité leur voiture arriver. Mes parents sont sortis, aidant Pierre. Pierre avait une mine affreuse hagard, tremblant, regardant par-dessus son épaule. Delphine serrait un dossier. Je savais exactement ce qu'il contenait, une liste de dettes, un plan pour les 16,5 millions d'euros, probablement même un budget pour la réhabilitation de Pierre. Ils ont pris l'ascenseur. La réceptionniste les a conduits dans la salle de conférence B. Je n'étais pas dans la salle de conférence B. J'étais dans la pièce adjacente, regardant un flux vidéo en direct sur un moniteur. Je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'eux. Si je les voyais, je pourrais crier ou, pire, je pourrais les plaindre. Nadia est entrée seule dans la salle de conférence B. Elle portait un seul dossier mince. Mes parents se sont levés, souriant nerveusement. Ils ont regardé derrière elle, m'attendant. Où est Sylvain, a demandé Delphine, l'air confus. Sylvain ne vient pas, a dit Nadia d'une voix douce. Elle n'a pas serré de main. Elle s'est assise en bout de table et a posé le dossier. Je suis son conseil juridique. Veuillez vous asseoir. Nous sommes ici pour voir notre fils, a fanfaronné Gérard, son visage rougissant. Nous avons convenu de parler du transfert. Nous allons parler d'un transfert, a dit Nadia, mais pas de celui que vous pensez. Elle a ouvert le dossier. J'ai ici une déclaration sous serment du service des fraudes de BNP Paribas détaillant un appel reçu à 2h13 du matin d'une certaine Delphine Fournier tentant d'usurper l'identité du titulaire du compte. J'ai également des journaux d'adresse IP confirmant que la tentative provenait de votre résidence. Le visage de Delphine est devenu blanc. Elle a saisi le bord de la table. C'était un malentendu, a-t-elle balbutié. J'ai un consentement implicite. Nous sommes une famille. Il n'existe pas de consentement implicite pour la fraude électronique, a dit Nadia, sa voix comme une guillotine. C'est un crime passible de plusieurs années de prison. Nous avons également des preuves que Pierre ici sollicite des fonds pour rembourser des dettes de jeu illégales, vous impliquant dans du blanchiment d'argent si vous le facilitez. Pierre a émis un petit bruit aigu. Voici vos options, a poursuivi Nadia, en faisant glisser un document sur la table. Option A, je prends ce téléphone et j'appelle la police judiciaire. Je leur remets les enregistrements, les journaux d'activité et la confession que vous venez de faire. Vous irez en prison, tous autant que vous êtes. Option B, vous signez ceci. C'est un accord de cessation et d'abstention combiné à un accord de déshérence totale. Il stipule que vous ne contacterez plus jamais Sylvain. Vous ne tenterez jamais d'accéder à ses actifs. Vous reconnaissez que vous n'avez aucune prétention sur son argent. Si vous violez cet accord, si vous envoyez un seul texto, passez un seul appel, ou vous présentez chez lui, l'accord est nul,
et nous engageons immédiatement des poursuites. Vous ne pouvez pas faire ça, a murmuré Gérard, s'enfonçant dans sa chaise. C'est notre fils. Non, a dit Nadia. C'était votre plan de retraite, et le compte est fermé. Le silence dans la salle de conférence était suffocant. Je l'ai regardé sur le moniteur, ressentant un étrange détachement. C'était comme regarder un film sur des gens que j'avais connus il y a longtemps. Nous avons besoin de l'argent, a murmuré Pierre. C'était la première fois qu'il parlait. Il a regardé Nadia, des larmes coulant sur son visage. De laides larmes. Vous ne comprenez pas. Ils arrivent. Si je ne les paie pas d'ici lundi. Cela ressemble à un problème personnel, Pierre, a dit Nadia. Elle n'a pas scié. Sylvain n'est pas responsable de vos dettes. Il n'est pas responsable de votre sécurité. Vous avez 35 ans. Ils vont le tuer, a hurlé Delphine. Vous le condamnez à mort. C'est vous qui l'avez condamné à cela lorsque vous l'avez sorti de chaque erreur qu'il a commise, a rétorqué Nadia. Vous lui avez appris qu'il n'y avait pas de conséquences. Eh bien, les voici. C'est la conséquence. Nadia a tapoté le document. Signé, ou j'appelle la police. Ce sont les choix. Vous avez 2 minutes. Gérard a regardé le papier. Il a regardé Pierre, qui sanglotait dans ses mains. Il a regardé Delphine. On ne peut pas aller en prison, Delphine, a murmuré Gérard. Je ne peux pas supporter la prison. Gérard, a haleté Delphine, trahi. Elle a raison, a dit Gérard, sa voix se brisant. Il a attrapé le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine le tenir. Il a signé. Delphine le regarda avec horreur. Puis elle regarda le téléphone sur lequel Nadia posait sa main. Elle savait que ce n'était pas un bluff. Elle savait que Sylvain, le garçon silencieux et invisible, avait finalement construit un mur qu'elle ne pouvait pas franchir en hurlant. Elle a attrapé le stylo et a signé, appuyant si fort qu'elle a déchiré le papier. Pierre, a dit Nadia. Pierre a levé les yeux. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous suggère d'aller à la gendarmerie et de demander une protection, a dit Nadia. Ou de quitter le pays. Mais Sylvain a fini de financer votre style de vie. Pierre a signé. C'était un gribouillage désordonné. Bien, a dit Nadia en reprenant les documents. Vous avez 60 secondes pour quitter cet immeuble. Si vous n'êtes pas parti, la sécurité vous escortera. Ils se sont levés. Delphine a regardé le miroir sur le mur, le miroir sans teint. Elle savait que j'étais derrière. Elle l'a fixé, ses yeux remplis de haine et de peur. Tu le regretteras, a-t-elle articulé sans un son. Puis ils se sont tournés et sont sortis. Je suis resté assis sur la chaise pendant un long moment après leur départ. J'ai attendu que la culpabilité me frappe. J'ai attendu le sentiment écrasant d'abandonner ma famille, mais il n'est pas venu. Au lieu de cela, je me suis senti plus léger. C'était comme si j'avais porté un sac à dos de 50 kilos pendant 30 ans et que quelqu'un avait enfin coupé les sangles. Nadia est entrée dans la pièce. Elle a posé le dossier signé devant moi. C'est fait, a-t-elle dit. Ils sont partis. Merci, ai-je dit. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. Je ne suis pas resté à Lyon. Trop près. J'ai déménagé à Montpellier. J'ai acheté une maison, pas une villa prétentieuse, mais une maison moderne avec beaucoup de lumière. J'ai créé une société de capital risque spécifiquement pour les fondateurs issus de milieux défavorisés, les jeunes qui ont été ignorés ou à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. J'ai reçu une lettre de tante Mireille la semaine dernière. C'est la seule qui a mon adresse. Elle m'a dit que Pierre avait perdu la maison. La banque l'a saisie. Mes parents ont vendu leur maison pour rembourser une partie de ses dettes afin d'empêcher le syndicat de lui briser les jambes, mais cela n'a pas suffi. Pierre a été sévèrement battu, un bras cassé et quelques côtes, mais il a survécu. Il travaille maintenant dans une station de lavage de voitures. Mes parents vivent dans un petit appartement de 2 chambres, vivant du minimum vieillesse. Ils sont misérables. Ils me reprochent tout. J'ai posé la lettre sur mon bureau et j'ai regardé le coucher de soleil sur la Méditerranée par la fenêtre. Parfois, dans le silence de la nuit, je me demande si je lui avais donné les 16,5 millions, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Aurait-il changé? M'aurait-il aimé? La réponse est toujours non.
On ne peut pas remplir un trou noir avec de l'or. Il l'avale simplement et en demande plus. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement arrêté de les laisser me détruire. Je me suis sauvé. Et pour la première fois de ma vie, cela suffit. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais j'espère qu'elle servira d'avertissement que parfois, couper les ponts est le seul moyen de survivre. Maintenant, j'ai une question pour vous, le jury. Ai-je été trop dur? Aurais-je dû aider mon frère à éviter les usuriers, ou le laisser toucher le fond était-il le seul moyen? Auriez-vous poursuivi votre propre mère pour fraude? Faites-moi part de votre verdict dans les commentaires ci-dessous.